Avec nous aujourd'hui depuis midi, l'écrivaine Annie Ernaux. Elle a grandi à Yvetot, en Normandie, où ses parents tenaient une épicerie, café. Elle échappe à l'usine et quitte la campagne pour suivre des études de lettres à Rouen. Première de sa famille à faire des études supérieures, elle obtiendra le CAPES, puis l'agrégation, va enseigner et surtout écrire. Elle a publié plusieurs livres depuis son premier, Les Armoires vides, en 1974, édité seul ou en quarto, citons La Place, l'événement dont nous venons de parler à l'occasion de son adaptation au cinéma par la réalisatrice Audrey Diwan. Un an après, Passion simple par Daniel Arbide, au cinéma également. Citons encore les années, le plus lu, le plus primé, ou son tout dernier, Mémoire de fille. Ils sont tous à retrouver chez son éditeur Gallimard. Rebonjour Annie Ernaux. Bonjour. Beaucoup de cinéastes, d'écrivains, de sociologues disent que vous avez été une référence pour eux. On va peut-être laisser de côté les mots icône, égérie, figure tutélaire qui risquent de vous déplaire, mais on peut peut-être parler quand même de modèle, je crois, ou de marraine littéraire. Est-ce que c'est une fierté pour vous aujourd'hui d'avoir ouvert la voie ? Oui, cette fierté, je n'emploierai pas ce terme, mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. C'est peut-être étrange de parler d'utilité, mais il me semble que écrire, ça n'est pas un plaisir solitaire, quoi. Et puis, ça n'est pas non plus le fait voilà, un livre lu et puis posé sur l'étagère et puis qu'on oublie. C'est pas non plus quelque chose que j'ambitionnais. Voilà. C'est cette idée de changer quelque chose avec les mots, avec la littérature. J'avais en fait un désir, c'était au départ, vraiment, c'était de changer la littérature. Oui, c'était très vaste énorme. programme. Ah oui, vaste programme. J'en ai bien rabattu. Mais et je ne pensais pas que je pouvais changer peut-être la vie des gens. Et ça a été une découverte extrêmement importante qui a eu lieu avec La Place, le prix qui a obtenu le prix Renaudot, mais c'est pas le prix qui est important. C'était que je recevais de partout des témoignages me disant que j'avais raconté leur histoire. Et c'était vraiment, pour moi... non pas, je vous dis, je répète, une fierté, mais un immense plaisir. Alors, La Place, c'est peut-être votre livre le plus personnel ou le plus universel ? Peut-être le plus universel, oui. Vous sauriez dire en quoi ? Tout simplement par le sujet, déjà. Je pense qu'on est des millions, des milliards, sans doute, à avoir... eu des vécu ce passage d'un monde à un autre, ce passage voilà, d'avoir eu des parents qui n'étaient pas du tout acculturés de la culture dominante, veux-je dire, et de se trouver changer en fait de place, voilà, ou changer de classe sociale. Et c'est ça que j'ai dit avec, je pense, sans romanesque, de façon, je ne veux pas dire plate, hein, mais de façon rigoureusement factuelle, d'une certaine manière. Et une écriture qui soit une écriture de la réalité. Donc de gommer tout ce qui pouvait être jugement aussi. Et donc, il y a eu... c'est comme si c'était simplement, peut-être, ai-je fourni un miroir. C'est ça. D'où le fait que ce livre a été traduit dans beaucoup de langues et se retrouve aussi bien au Japon qu'en Grèce, Espagne, voilà. Vous êtes des milliers, probablement des millions, mais vous avez été une des premières à mettre les mots sur ce changement de monde, ce changement de classe. À l'origine était Annie Ernaux. J'ai 2 maîtres, dit la romancière Nina Bouraoui, de l'estime, beaucoup d'estime pour elle, dit Didier Ribon. Ma première lecture marquante, c'était elle pour Marie Ndiaye. On les écoute.
J'ai 2 maîtres en écriture, Annie Ernaux et Hervé Guibert. J'ai eu la chance de recevoir une lettre magnifique d'Annie Ernaux parce que je lui ai envoyé mon livre. Et, ça m'a tellement touchée. Je connais tant son œuvre qui a certainement traversé la mienne, comme l'œuvre de Guibert a traversé mon œuvre. Là aussi, ce sont des amis si précieux. J'ai une très grande estime personnelle pour Annie Ernaux et une grande admiration pour son œuvre. Et quand j'écrivais Retour à Reims, je me reportais souvent à ses livres à elle, parce que en une page, je n'arrivais pas à dire quelque chose, et je m'apercevais qu'en une ligne ou un demi-paragraphe, elle avait réussi à le dire. Et donc, à un moment, je dis d'ailleurs dans Retour à Reims, le plus simple est de citer Annie Ernaux, puisqu'elle arrive à dire ce que je n'arrive pas à dire. Le premier livre non destiné aux enfants que j'ai lu lorsque j'avais, je crois, 11 ans. C'était un livre d'Annie Ernaux qui s'intitule « Ce qu'ils disent ou rien ». Et j'ai le souvenir encore vraiment extrêmement vivace et ému d'une découverte, mais même d'un bouleversement. J'ai compris que écrire, c'était ça. J'ai compris que écrire c'était ça, hein, Oui. dit Marianne Diaye. Oui, alors je suis particulièrement touchée parce qu'il s'agit d'écrivaine et aussi du sociologue Didier Ribon que j'estime profondément, mais que j'admire. Marianne Diaye, très haut dans mon panthéon personnel. Voilà. Vous écrivez pour vous et pour les autres, pour vous comprendre et pour changer le monde qui vous entoure, Annie Ernaux. C'est les deux à la fois. Oui, L'écriture c'est est les une deux. expérience de l'altérité. Oui, peut-être parce que c'est une nécessité profonde, mais aussi parce que j'ai l'impression à la fois, c'est un sentiment que je commence à peine à pouvoir énoncer, mais qui est le sentiment à la fois de séparation, séparation des autres. Et c'est très dur de dire ça. Et en même temps, d'être au milieu d'eux. Et d'être traversée. Une fois, j'ai eu cette phrase assez terrible peut-être, je suis traversée par les autres comme une putain. Et je ne la renie pas maintenant. J'étais étonnée même d'avoir eu cette phrase, mais c'est ce double mouvement de séparation et d'être traversée qui fait que j'écris, en fait. Alors c'est peut-être un petit peu obscur, mais je sens que pour le moment c'est la meilleure définition que je puisse donner. Oui, de ressentir quelque chose qui traverse tout le monde. Et il y a, pour moi, écrire au fond, c'est saisir ce qui me traverse, mais en ayant la conscience que je ne suis pas seule à être traversée par ces choses. Vous parlez d'arrachement, d'être traversé. Oui. On vient d'évoquer dans la première partie de la Grande Table l'avortement clandestin que vous avez subi en 63-64 et qui est 64-63 dans le film pour la date de ce film d'Audrey Diwan qui sort en salle mercredi. Dans l'événement, c'est vous, hein, la Annie de 20 ans que l'on retrouve, celle d'avant le CAPES, avant la grecque de lettres, celle d'avant l'enseignement et d'avant les livres. Mais c'est déjà aussi un peu peut-être la Annie d'après, après Yvetot, après le café-épicerie des parents. À ce moment-là, vous êtes dans l'événement, à un moment charnière de votre vie, diriez-vous, Annie Ernaux ? Oui, d'abord parce que j'avais déjà écrit, effectivement. L'année précédente, j'avais écrit un texte, je l'avais envoyé au Seuil, et on retrouve ça presque dans le film, effectivement. J'avais vraiment le désir d'écrire. Je préparais en même temps ce qu'on appelait à l'époque des certificats, littérature, lettres étrangères, etc. Mais j'avais pris du temps pour écrire pendant 4 mois ce texte qui n'a pas été accepté par le Seuil, mais c'était très fort, hein, c'était très fort pour moi. Et à ce moment-là, l'événement, donc le fait de recourir à l'avortement clandestin parce qu'il n'y en avait pas d'autre,
a été une césure importante, et très certainement, je crois que peut-être c'est là aussi que je ne pouvais, au fond, pas écrire comme j'avais écrit, et qui était la recherche d'une forme à tout prix, qui était au fond très intellectuelle, purement intellectuelle, et je n'écrivais pas au fond avec mon corps. Et là, vous avez commencé à ce moment-là. Oui, puisque le livre suivant, ce sera Les armoires vides, et ça commence par un avortement clandestin. Ouais. Entre votre œuvre et les livres de Didier Ribon qu'on entendait à l'instant, c'est une histoire d'aller-retour, du retour à Yvetot que vous avez écrit. Ça a été l'objet d'une conférence que vous avez donnée en octobre 2012 au retour à Reims de Didier et Ribon. Vous vous connaissez directement tous les deux? On se connaissait très peu. On s'est rencontrés autour d'une émission à France Inter après la mort de Bourdieu. C'est la première fois que nous sommes parlés. Et c'est très, très, très étrange parce qu'il m'a parlé de mes livres, et j'étais très, très contente, mais en même temps, je me disais, mais pourquoi ce fils de bourgeois m'interroge? Donc, bien sûr, Retour à Reims, ça a été une immense surprise et un bonheur, effectivement, de voir... Comme quoi, il avait déjà bien intégré tous les codes, alors, s'il n'avait pas l'air d'eux, parce que la question des apparences... oui, vous voyez, les préjugés. Mais nous en sommes là, souvent, les transfuges, bien sûr. Bien sûr. Et pourtant, vous êtes deux, filles et fils de prolo. Ça, vous l'avez écrit l'un et l'autre. Lui se dit un fils de la honte. Vous écrivez, Annie Ernaux, le pire dans la honte, c'est qu'on croit être seul à la ressentir. Oui, c'est même effectivement la caractéristique de la honte. C'est brusquement tous les autres vous font honte au fond. Voilà. Écrire pour venger ma race, disiez-vous aussi à l'époque. Ça, c'est un extrait de votre journal en 1963. Hier soir, je songeais que je vengerais ma race, dont l'opposé est la bourgeoisie incarnée par les filles du Havre. Qu'est-ce que vous entendiez par là, venger ma race? Alors, je pense que même je suis sûre que la phrase de Rimbaud, je suis de race inférieure de toute éternité, a commandé l'expression venger ma race. Mais en fait, je n'aurais pas pensé à écrire ma classe. Je ne pensais pas encore en termes de classe. Et pourtant, on parlait plus à l'époque en termes de classe qu'en termes de race, non? Oui, absolument. Oui. Mais disons que j'étais certainement plus littéraire que politique à l'époque. Même si je m'intéressais, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Marx, mais c'était encore un peu sur la pointe des pieds, parce qu'il faut penser que même si j'ai toujours me suis située à gauche spontanément, pas spontanément, mais à partir de la classe de philosophie, il est certain que j'évoluais dans le milieu petit commerçant de mes parents, et qui était il ne faut pas d'idées politiques, il ne faut pas s'exprimer, sinon on ne va plus avoir de clients, etc. Donc c'est toute une évolution quand même. Donc je pensais plus en termes littéraires, c'est pourquoi plus Rimbaud que Marx. Voilà. Mais les filles, effectivement, j'étais dans un milieu d'étudiantes bourgeoises. À l'époque, la fac, c'était pas ce qu'elle est actuellement, qui est justement disons peut-être la frange prolétarisée des étudiants par rapport aux grandes écoles. Mais à l'époque, c'était il y avait aussi des grandes écoles, mais la fac de lettres, c'était tout de même la fac des étudiants bourgeois pour la plupart. Il y avait des boursiers comme moi, mais c'était pas la majorité. Ces mots de vous ont été repris notamment par la sociologue Kautar Archi dans Comme nous existons, paru à la rentrée chez Actes Sud. Elle vous cite. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui se greffe ou s'ajoute à cette inégalité de classe, à cette inégalité de genre, une inégalité de race pour le coup, comme elle le formule peut-être aussi plus au premier degré. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Annie Ernaux, de l'usage aujourd'hui de ce mot race, racisé, de cette nouveau stigmate ou identification? Non, identification. Ce n'est pas un stigmate, justement.
Ce n'est pas un stigmate. Je ne l'employais pas effectivement non plus comme un stigmate en 63. C'est devenu, oui, mais je pense que c'est très bien qu'on parle de racisé, que l'on parle à nouveau de race, comme on parle aussi donc, de genre. Tout cela permet d'affiner justement toutes les injustices, hein, et comment elles peuvent se cumuler et parfois se différencier aussi. Voilà, je pense que cette évolution-là était absolument nécessaire. Dans le langage. Dans le langage. Oui. Et c'est un langage qui passe aussi par le corps. Ce que vous disiez dans l'événement, ce que vous nous disiez à l'instant, votre écriture aussi, elle y prend sa source. Beaucoup de choses sont dites à travers les corps. Hein. Dans La honte, vous écrivez qu'elle est devenue un mode de vie pour vous. À la limite, je ne la percevais même plus. Elle était dans le corps même. Vous avez, la première, écrit aussi sur votre père, hein, dans La place, puis votre mère, dans Une femme, en 2 livres. Même chose aujourd'hui pour un jeune écrivain, Édouard Louis, qu'on va écouter, l'auteur de « Mais qui a tué mon père ?» paru en 2018 et qui replace à votre manière la question du corps au centre d'une vie, celle de son père. Dans « Qui a tué mon père », je parle de mon père parce que c'est un corps qui a été réduit par la violence sociale, réduit par le monde social. Et là, il y a moins qu'un corps, vous voyez. C'est pas avoir 2 corps, c'est pas avoir un corps, c'est avoir moins qu'un corps. Ne même plus avoir son propre corps pour s'exprimer, pour se déplacer, pour exister. Ne plus savoir comment vivre avec son corps, vivre à côté de son corps aussi. Mon père, c'est quelqu'un, et je m'en suis rendu compte à la rédaction du livre, qui pendant toute sa vie aurait aimé avoir un autre corps, qui aurait aimé être quelqu'un d'autre, qui aurait aimé avoir d'autres vies. Et ça, je le savais pas. La question du corps, vous l'entendez de la même manière qu'Édouard Louis ? Oui, parce que qu'est-ce qu'on voit d'abord? Ce sont des corps. Des corps cassés, des corps qui ne se tiennent plus droit. Oui, le corps des femmes, comme était ma mère, mes tantes, ma grand-mère, c'était des corps de femmes qui ont travaillé toute leur vie, et ça se voyait. Ça se voyait aux mains. Et je pourrais dire la même chose évidemment des hommes de mon père. Et c'est d'abord par ça que, à l'adolescence, je voulais me distinguer. Et j'avais cette honte de moi-même, de ces manières que j'avais acquises, de ces gestes, et de... Voilà, c'est tout cela qui a été à la naissance de mon écriture, bien sûr, et qui continue, parce que je ressens encore la honte de mon adolescence, de mon corps d'adolescente. Et je crois qu'on ne peut pas évacuer voilà, ce corps. Et maintenant, on parle davantage du corps féminin, et c'est bien, c'est bien. Vous l'écrivez dans La place, hein, devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte que je ne gagne pas encore ma vie à 17 ans. Il craignait qu'on me prenne pour une paresseuse et lui, un crâneur, comme une excuse. On ne l'a jamais poussée, elle avait ça dans elle. Il disait que j'apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Travailler, c'est seulement de ses mains. Or, l'écrivain, il travaille quand même aussi avec ses mains. Qu'est-ce qu'elles nous disent, vos mains, Annie Ernaux, de vous aujourd'hui? Ces mains que vous serrez fort en ce moment, vous les avez jointes. Oui. Comme une prière, un supplice, je ne sais pas. Oui, peut-être que dans l'écriture, il y a de la prière. Je peux dire ça indépendamment de toute religion. Mais oui, mais on travaille quand même. C'est pas avec ses mains qu'on travaille quand on écrit. C'est pas avec ses mains. C'est pas non plus vraiment, c'est pas le corps de la fatigue, c'est tout de même avec sa tête, sa mémoire, mais ça suppose un corps, voilà, c'est tout. Et le corps, quelquefois vous lâche, ça m'arrive souvent. Ça vous fait peur, ça? Le temps qui passe aussi dans les corps qui encaissent ça? Oui. Vous avez 81 ans aujourd'hui? Oui, j'ai 81 ans, mais c'est pas ce qu'on croit de vieillir. Ça a une grande simplicité.
moi, je suis frappée par la simplicité de vieillir et des choses qui changent et que j'avais pas prévues, qu'on ne prévoit pas, et qui est justement la mémoire, la mémoire et la perception du temps qui sont différentes. Il y a un changement perpétuel de regard sur son histoire, sur son passé, et par rapport au monde aussi. Voilà, mais il n'y a pas de peur. Je n'ai pas de peur. J'ai de l'étonnement. Est-ce que vous vous sentez plus libre aujourd'hui ? J'ai l'impression de l'avoir été pas mal. Oui, ça ne change pas tellement. Et ça, c'est une liberté qui s'arrache, être libre ? C'est un désir d'abord. Et naturellement, ça suppose un arrachement. Oui. On évoquait Édouard Louis et ce livre, mais qui a tué mon père. Dans un autre livre, il évoque plutôt la figure de la mère. Combat et métamorphose d'une femme, apparu cette année au Seuil. Il y parle de la condition féminine à travers la trajectoire de sa mère. Femme et pauvre, dit-il, 2 fois plus femme que les autres, comme si c'était une double peine. C'est intéressant aussi cette question du rapport qu'on a à son genre, à cette identité-là. Vous n'avez jamais, vous, cessé de réfléchir, Annie Ernaux, à cette question. Qu'est-ce qu'être une femme ? Que faire de nos désirs ? Peut-on être à la fois mère et femme à la fois ? Peut-on être à la fois mère et écrivaine à la fois ? Oui, ça c'est évidemment une grande question. Peut-être parce que ça n'était pas autorisé vraiment dans la société que les femmes écrivent et soient mères. Alors on a des exemples fameux, je sens bien sûr, mais d'une manière générale, moi j'ai ressenti ça quand même assez vivement de la part de ma belle famille. Le fait que j'écrive, c'était considéré comme une anomalie. Voilà, ça ne m'était pas reproché, mais un petit peu tout de même. Voilà. Donc, mais moi, j'ai eu un modèle qui n'est pas du tout le modèle de la mère d'Édouard Louis. Ma mère était une battante ouvrière. Oui, ouvrière à une autre époque, bien sûr, avant, mais qui a toujours revendiqué une forme de liberté. Je ne sais pas d'où ça lui venait, mais j'ai toujours, pour moi, ma mère était infiniment plus forte, plus libre que mon père. On a l'impression qu'avant, il y avait les hommes et les femmes, et que petit à petit, ces 2 continents, semble-t-il, se seraient rapprochés. Beaucoup parlent aujourd'hui de l'importance du neutre, de neutriser aussi, de faire disparaître ces dernières différences pour que l'égalité soit entière. Est-ce que vous pensez qu'elles ont encore un sens, ces différences de genre ? Être femme, être homme ? Oui, je pense que oui. Elles nous déterminent encore ? Oui, je pense que oui. Et je pense qu'il faut même, je veux dire, en tenir compte dans le fait que ce qu'on appelle le patriarcat, qui effectivement continue d'exister, il y a une chose, moi, qui me frappe, c'est que les hommes connaissent au fond moins bien les femmes que les femmes connaissent les hommes. Et ne cherchent pas, les hommes ne cherchent pas vraiment à connaître les femmes. Ils pensent toujours qu'elles leur échappent, et puis au fond c'est très bien, de toute façon ce sont eux les plus forts. Donc je crois qu'il y a là, ne fût-ce que pour se rapprocher, il y a des choses à mettre au jour, au clair, entre les sexes. Mais ça, c'était en train de changer depuis MeToo. Notamment, depuis ce mouvement, depuis cette vague-là. Il y en a beaucoup qui disent que même ils ne souhaiteraient pas être un homme dans le siècle à venir. Non, je pense que là, il y a excès de paroles. Voilà, non. On n'en est qu'au début. Le neutre, pour vous, c'est pas la solution ? Je ne sais pas trop ce que c'est le neutre. Bon, j'aimais bien chez Roland Barthes l'idée, mais voilà, je ne suis pas... mais il y a tellement de moments où quand même il y a du neutre entre les hommes et les femmes, dans des discussions, dans des actions communes. Voilà.
En tout cas, ce sont des combats pour vous à mener conjointement, tous ces combats-là. Hein. Ah oui, les combats sociaux et le combat féministe. Ça va de pair ? De pair. Ouais. De pair pour moi, oui. Avec nous jusqu'à 13h30, l'écrivaine Annie Ernaux. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Transfuge de classe, ou transclasse, comme dit la philosophe Chantal Jacquet, à l'origine, était Annie Ernaux, première à avoir réussi à mettre des mots sur ce changement de monde, ce changement de classe, jusqu'à permettre à un roman comme celui de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, paru chez Actes Sud, de triompher au Goncourt. Ce Goncourt que vous n'avez pas obtenu, mais le Renaudot, oui. Et en attendant toujours ce prix Nobel, on écoute Nicolas Mathieu. Dans les mythologies qu'on se raconte sur la réussite, le mérite, le succès, on prend toujours des cas comme alibi, des arbres pour cacher la forêt. Et ce qui compte justement, c'est pas les cas, c'est le nombre. C'est-à-dire que les réussites, les parcours ascensionnels, les petits miracles individuels, ils ne doivent jamais occulter le fait que dans le social, les forces les plus importantes, ce sont celles de la reconduction, ce sont celles, pas totalement du surplace, mais en tout cas d'une certaine immobilité et de plus en plus. Est-ce que vous redoutez cela, un peu comme Nicolas Mathieu, Annie Ernaux, qu'on fasse de vous un exemple de méritocratie et que ça cache tous ceux qui ne sont pas parvenus à... Oui, absolument. Je me souviens de la première émission de télé que j'ai faite, c'était en Suisse et c'était pour les armoires vides. Et on me posait la question, mais voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres héroïnes comme vous et je me souviens que ma phrase avait été mais non, une hirondelle ne fait pas le printemps. Je me souviens, c'était un peu naïf, mais cette certitude qu'effectivement il y a des forces d'immobilisme, des forces de, comme dit Nicolas Mathieu, de reconduction des privilèges à travers. On parle beaucoup effectivement de cette séparation des grandes écoles par rapport tous ces parcours sont des parcours d'exception, mais de privilégiés la plupart du temps. Donc il y a une lutte collective à mener. Je n'aime pas être posée en exemple. Et ça passe par quoi? Par l'éducation de nos enfants, de vos garçons, on l'a imaginé tout à l'heure, quand vous parliez de cela. Ça passe aussi quand même par l'école. Vous avez été professeur assez longtemps, mais vous semblez dire aussi pas que. Il faut arrêter de tout attendre de l'éducation nationale, tout attendre de l'école. Oui, mais c'est quand même la première des choses. C'est quand même ça. Les enfants, dès la maternelle, ils sont pris en charge par l'école. Et je crois que c'est quand même l'école qui est le facteur le plus grand de transformation. Mais pas seulement, bien entendu. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'éducation nationale fait le job aujourd'hui, ou est-ce qu'elle pourrait aller plus loin, et comment faire ? Alors là, je veux pas m'avancer sur ce terrain de manière précise, puisque je ne suis plus dans l'éducation nationale depuis plus de 20 ans. Et donc, on le sent bien. On le sent bien. Et si on lit les comptes rendus par rapport à d'autres pays européens, on s'aperçoit que la France est le pays où il y a la plus forte reconduction d'inégalités sociales à travers l'école et dans l'école. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire là. Je dis pas seulement non, parce que ça passe aussi, bien sûr, par le système politique, et le libéralisme, le néolibéralisme ne me paraît pas la solution propre à corriger toutes ces injustices et à donner sa place à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il entretient une concurrence, une compétition ? Oui, et il présente comme l'idéal celui de la réussite économique. C'est ça.
On n'a pas dit un mot de l'importance des lieux. Régis Soder, dans un film documentaire, J'ai aimé vivre là, sorti fin septembre, montrait l'importance de lieux, même de lieux utopiques, comme Cergy l'a été, de lieux qui permettent aussi une possible, ou qui offrent une possible émancipation, avec ce témoignage d'une habitante qui raconte avoir mis des Y dans les prénoms de ses enfants, y compris celui de son mari, en hommage à Cergy, cette ville qui a tant fait pour elle. Il y a des lieux comme ça qui vous ont construit. Oui, je pense que Cergy est vraiment un de ceux-là, parce que j'ai vu, je parle d'utopie réalisée, oui, effectivement, je pense que le film de Régis Soder montre bien cela, montre comment c'est cette ville qui accueille des populations diverses et leur offre des possibilités de vie, d'études. C'est effectivement quelque chose qu'il fallait montrer, et qui est montré très très bien, et qui fait que c'est très étonnant, mais dans les comptes rendus du film, comme si c'était un rêve, qu'on n'y croyait pas. C'est comme si on ne croyait pas possible, justement, le changement. C'est ça. C'est peut-être ça dont on manque actuellement, de pouvoir imaginer qu'on puisse vivre autrement. Si on a plus d'espoir, on ne peut plus avancer. Non. Vous l'avez jamais perdu? Non. Merci beaucoup, Annie Ernaux. Merci d'être venue autour de cette double grande table culture et idées. Merci. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver presque l'ensemble de vos livres dans ce quarto Gallimard, Écrire la vie. Annie Ernaux, réédité l'an passé de mémoire. Merci à vous d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table qui a programmé et préparé cette émission. Merci à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture, avec un merci tout particulier à Marie Fraboulet. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Audrey Guélil. Très bel après-midi à tous sur France Culture.